Au total, 24 enseignants en raison de 6 écoles de Kinshasa ont bénéficié d'une formation sur des aspects théoriques dans le cadre de la campagne de sensibilisation SOS Rivière. Organisé par l'UNESCO, ce rendez-vous vient encourager le pays à poursuivre les efforts en vue d'améliorer et d'actualiser l'éducation relative à l'eau à tous les niveaux. Il est tout à fait évident, tout à fait normal que nous puissions considérer cette catégorie de personnes pour faire le travail que nous attendons sur la sensibilisation et la protection des rivières. Hier, avec les enfants, certes, nous avons transmis le message, mais nous pensons aussi que les enseignants ont une possibilité d'atteindre un large public en un seul coup. Et pour nous, en tout cas, c'était la cible parfaite pour commencer cette étape pilote et transmettre ce message de sensibilisation sur la protection des rivières. Dans cette perspective, les participants ont débattu des thèmes relatifs à l'eau et à l'assainissement des rivières de la RDC, plus particulièrement celle de Kinshasa. Un accent particulier a été mis sur les rôles des sensibilisateurs qui auront à jouer au retour de leurs écoles. Bon, le matin, quand nous venons avec madame, nous sommes passés par la rivière Kalamou. Il y avait tellement de bouteilles qu'on s'est dit, mais comment les gens peuvent vivre? Et en arrivant ici, avec tout ce que nous avions vu, le rôle des rivières, l'assainissement, le bienfait, je me dis que cette formation est vraiment très, très, très importante. Et comme je viens d'être formée, c'est maintenant à mon tour d'aller transmettre les connaissances apprises ici pour que la chaîne puisse continuer et mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. Il était question pour les formateurs de faire progresser la connaissance scientifique sur les questions de l'eau. La session était également destinée à améliorer les connaissances des enseignants sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement, les aider mieux à organiser l'hygiène dans leurs écoles. Pour nous, les enseignants constituent une cible parfaite, étant donné leur expérience, mais surtout ce qu'ils transmettent déjà comme connaissances aux jeunes, aux enfants, surtout les femmes qui s'occupent des enfants avant 7 ans, parce que tout se joue à 7 ans. Pour les enfants, il était tout à fait évident que nous puissions prendre comme cible, la première cible pour cette phase pilote, les enseignants. Pour devenir ce que l'on souhaite dans la vie, on devient professeur d'université, député, économiste, fiscaliste, etc. On passe par le banc de l'école. À l'issue de la formation, les participants au retour dans leurs écoles doivent mettre en application des connaissances inculquées. L'UNESCO développe en RDC un programme basé sur l'éco-hydrologie, de la qualité de l'eau et de l'éducation relative à l'eau. Lancée depuis le 18 août, la campagne pilote de sensibilisation des enseignants et élèves sur la protection de cours d'eau à Kinshasa s'est clôturée par l'activité de terrain sur les rivières Yolo, Bassoko et Makelele. Grâce à l'appui de l'UNESCO, ces enseignants venus des écoles de Gazelle, l'Institut Lumumba 1, lycée Molende et Kabambare ont au cours de cette descente procédé au test de niveau de pollution de ces différentes rivières dont l'état de la plupart rendent le bande riveraine inexistante, sinon remplacée par des zones polluées de déchets solides de tout type. Quand nous sommes arrivés, on avait quelques appareils, nous avons pu vérifier le pH de l'eau, on a vérifié l'oxygène dissous dans cette eau, on a vérifié le TDS, on a vérifié les ORP et tous ces paramètres nous ont indiqué comment cette eau est polluée. Parce que, je prends l'exemple de l'oxygène dissous. Pour une bonne eau, il faut que la valeur de l'oxygène dissous soit en dessous, plutôt au-dessus de 1. Mais quand on a fait les analyses ici, nous avons remarqué que la valeur de l'oxygène dissous est de 0,30 pour certains sites et 0,32-35 pour d'autres sites. Cela manifeste déjà l'absence totale de l'oxygène et on ne peut pas trouver la présence de vie aquatique dans cette eau.
Cette pratique a permis de démontrer qu'il est urgent pour le pays d'adopter une politique de gestion de rivières dans toutes les collectivités afin de limiter les inondations, la mort de poissons et autres organismes, car les substances qui composent ces déchets présentent un danger permanent à la vie des Kinois. Avec cette eau, le manque d'oxygène peut nous causer les odeurs bizarres dans cette eau. Je prends l'exemple, on peut trouver la présence des gaz HS, les sulfures d'hydrogène, qui peuvent causer vraiment des maladies, des typhoïdes à la population. Et si on échantillonne cette eau, on part au laboratoire, c'est sûr, on va trouver qu'il y aura la présence des bactéries, des Escherichia coli, des entérocoques, des bactéries qui peuvent apporter la maladie à la population riveraine. En croire les organisateurs, cette fin marque une suite d'activités dans le cadre du partenariat de l'UNESCO et la RDC pour la promotion de l'éducation environnementale dans le milieu scolaire. Ils se félicitent d'avoir éveillé la conscience de cette tranche de la jeunesse quinoise afin qu'ils s'approprient le concept SOS Rivière. Généralement célébrée le 9 août de chaque année, la Journée internationale des peuples autochtones à RDC a été ramenée au 20 août. Pour cette année, le gouvernement congolais, à travers les vice-premiers ministres de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a procédé au lancement de la décennie autochtone pygmée. À cette occasion, l'ONG Repalef ainsi que les autres partenaires ont statué les avancées et tracé de nouvelles directives dans les soucis d'améliorer les conditions de vie des peuples autochtones. Pendant les 5 ans ou les 10 ans à venir, mon peuple s'engage à promulguer une loi en République démocratique du Congo relative à la promotion et à la protection de peuples autochtones pygmées et de veiller à sa mise en œuvre effective par toutes les entités du pays. Développer un fonds national susceptible de garantir le développement durable et intégral des autochtones pygmées et leur intégration définitive dans la vie nationale. Il était également une occasion pour les mouvements et organisations autochtones pygmées d'identifier les priorités afin d'appuyer ces engagements du gouvernement congolais. Les membres du réseau des populations autochtones et locales pour la gestion durable des écosystèmes forestiers ont reconnu les efforts du gouvernement congolais et celui du chef de l'État en faveur de ces peuples. Le Congolais vient de prendre l'engagement de travailler sur la cause autochtone pendant 10 ans. Donc le vice-ministre vient de déclarer la décennie autochtone. Sur le fait d'avoir des assurances auprès de l'État congolais, de veiller à ce que le chef de l'État puisse promulguer la loi qui est en cours d'examen au niveau du Sénat en faveur des autochtones, mais aussi le fait que l'État congolais veut mettre en place un fonds national sous forme d'une structure qui va veiller sur le développement des peuples autochtones, leur épanouissement, la valorisation de leur culture, mais aussi voir comment peut-être prendre ces cultures et les plonger dans notre patrimoine national en termes de préservation et en termes de sécurisation. À en croire les défenseurs de ces peuples, cette journée permet de faire les points avec les représentants des peuples autochtones de la RDC afin d'évaluer les principales actions qui ont été menées. Ils attendent poursuivre les mêmes actions et s'assurer que les liens entre la culture des peuples autochtones et la conservation de la biodiversité soient maintenus. Les projets Kin et Linda financés à hauteur de 500 millions de dollars américains visent à renforcer l'accès des habitants aux infrastructures et aux services ainsi qu'aux débouchés socio-économiques. Au total, plus de 2 millions de Kinois vivant dans les quartiers de Kinsenso, Ndjili, Matete et Lemba sont concernés directement par la mise en œuvre de ces projets qui démarrent officiellement en 2022. Kinshasa, l'une des 30 mégalopoles du monde, est citée dans un grand projet de la Banque mondiale. Pour revenir un peu plus au contexte, tout part d'un constat désastreux
En finançant les projets, la Banque mondiale raffirme la nécessité de renforcer rapidement l'accès aux services et autres débouchés socio-économiques de la RDC. Dans la capitale congolaise, on s'attend à une augmentation de l'ordre de 4,5% du nombre de citadins au cours de la même période, soit une moyenne de 1,5 million de nouveaux résidents par année. Autre information fondamentale, au moins 45% des habitants vivent actuellement en zone urbaine. Les projets Kin et Linda ouvrent un grand débat sur une possibilité que la ville enregistre des températures élevées dans un avenir proche, comme dans bon nombre de villes d'ailleurs. Outre la question des montées de la chaleur, il y a aussi les précipitations et inondations plus sévères ainsi que les périodes de sécheresse plus fréquentes, avance la Banque mondiale. Dans le cadre de ces projets, les revenus attendus serviront essentiellement à s'assurer du bon renforcement de la résilience au changement climatique. Ils vont procurer davantage de moyens à la ville de Kinshasa. Parmi les actions, l'on cite par exemple les solutions pour l'éclairage urbain solaire, les revêtements et matériaux durables pour les routes, trottoirs, les murs et autres aménagements extérieurs, ainsi que les plantes autonomes xénophiles. Le Fonds forestier national a mobilisé 102 de ses assignations budgétaires pour l'année 2021. Cet exploit a été au menu des échanges entre le directeur de cet établissement public, Honoré Moulumba, et la vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba, le 20 août. Nous avons dit à son Excellence que nous avions une bonne nouvelle, c'est que à ce jour, le Fonds forestier a atteint 102% des assignations qui lui étaient demandées. Et donc, c'était une avancée importante. Et nous a également donné tout un tas de programmes d'action que nous devons faire ensemble avec elle. Par exemple, la foire internationale sur le climat à Dubaï, qui est une foire importante où le Fonds forestier doit justement assister et travailler. Il y a la COP26 dont on demande 15 personnes qui doivent y aller, mais il y a un travail important de fond que nous devons faire. Il a par ailleurs annoncé que d'ici septembre, le Fonds forestier national va appuyer financièrement entre 50 et 100 ONG locales dans le cadre du programme présidentiel 1 milliard d'arbres. Notons que ces 102 assignations budgétaires ont été faites en moins de 8 mois. Le bilan du séisme qui a ravagé Haïti s'est alourdi après l'annonce par les autorités du décès d'au moins 2207 personnes dans le sud-ouest du pays des Caraïbes où l'aide parvient lentement aux sinistrés. De nouveaux corps ont été retrouvés dans le sud, indiquent les rapports de la protection civile. Entre-temps, les opérations de recherche se poursuivent dans les décombres, mais la possibilité de retrouver des survivants s'affaiblit d'heure en heure. Plus de 600 000 personnes ont été directement affectées par les tremblements de terre de magnitude 7,2 et ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence. Jerry Chandler, directeur de la protection civile haïtienne, rapporte que l'eau et la nourriture aux sinistrés est un défi logistique face aux attaques des convois routiers par des individus non identifiés. Depuis le début du mois de juin, toute circulation sécurisée était impossible sur les 2 km de la route nationale qui traverse la zone des Martisans, rapportent les autorités du pays. Les destructions et dégâts étant particulièrement conséquents dans les zones rurales enclavées, les autorités privilégient désormais l'acheminement de l'aide humanitaire par voie aérienne via un hélicoptère des Nations Unies et les 8 appareils mis à disposition par l'armée américaine. Largement détruite par les séismes, la commune de Kaï, 3e ville d'Haïti, a été le théâtre de distribution d'aide humanitaire. Signalons qu'en 2010, le pays avait été également frappé par un séisme qui avait fait 2000 victimes. Comme la courge, ces feuilles sont également comestibles. Elles sont un légume très convoité en République démocratique du Congo. Comment faire ? Il faut couper uniquement les jeunes feuilles et les tiges qui les relient. Après, elles doivent être effeuillées. Quant aux tiges, elles doivent être épilées, puis coupées avant ou après les avoir bien nettoyées,
surtout en insistant sur les feuilles car elles sont réputées de conserver beaucoup de sable. Les feuilles de courge ne contiennent certes pas de vitamines comme la courge elle-même, mais elles sont aimées pour leur goût, en plus de quelques calories qu'elles contiennent. Les feuilles de la courge s'accompagnent très bien avec d'autres plats, en mélange ou séparément, associés aux épices et parfois à la poudre des arachides. À Kinshasa, elles sont appelées mujibu-jibu et se vendent au marché, aux pépinières ou encore à la criée sur les avenues.